M. Delperez se fera un plaisir de répondre après sa conférence d'environ 45 minutes aux questions que vous auriez à vous poser. Je vous remercie de votre attention. Il me reste à présenter, si tant est que l'on doit encore présenter notre orateur, mais enfin, il me plaît de dire que c'est le constitutionnaliste de référence et de renom. C'est difficile, il est difficile de faire une synthèse très complète de son riche background, mais en tout cas, je vais m'y employer. Monsieur le baron Delperez est docteur en droit de l'UCL. Il est avocat au barreau de Bruxelles. Il est aujourd'hui professeur ordinaire émérite de l'Université catholique de Louvain, sénateur honoraire. Il fut membre du Parlement fédéral, du Parlement bruxellois et du Parlement de la Communauté française. Il est docteur honoris causa de plusieurs universités, dont Aix-Marseille, Troyes, Genève et Ottawa. Il est l'auteur de plusieurs publications relatives au droit constitutionnel, au droit européen, au fédéralisme et ce qui est fort intéressant pour nous, et à la citoyenneté. Il est donc, me semble-t-il, à plus d'un titre, la personne la plus indiquée pour nous parler de quel avenir pour Manneken Pis et citoyens de Bruxelles. Monsieur Delperez, je vous cède le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, nous connaissons tous évidemment la statuette qui est au coin de la rue de l'Étuve et de la rue du Chêne. Voilà, le petit Julien, comme on l'appelle, rempli à jet continu un bassin d'eau. Et ce petit Julien, on l'appelle communément le plus vieux citoyen de Bruxelles. Alors, ce soir, moi, je voudrais poser cette question toute simple. C'est quoi être citoyen de Bruxelles? Et cette question, je la pose dans un cadre chronologique précis. Je ne suis pas du temps du maréchal de Vauqueroy qui bombarda la grande place de Bruxelles. Je ne suis pas au temps où Bruxelles conquérait son indépendance. Je ne suis pas au temps où Bruxelles bruxellais. Non, je suis dans le Bruxelles de 2021 et pourquoi pas d'ailleurs au-delà. Je crois aussi que la question doit être posée dans un cadre géographique précis. Nous ne sommes pas à Paris, nous ne sommes pas à Londres, nous ne sommes pas à Ottawa, nous ne sommes pas non plus à Liège ou à Gand ou à Anvers. Et puis, je crois aussi que la question doit être posée dans un cadre institutionnel très précis. Moi, je suis un juriste, je suis un spécialiste, comme on dit, de droit public. Je ne suis pas ici pour faire de la psychologie et pour décoder les états d'âme du citoyen bruxellois. Non, je pose simplement la question, est-ce que le citoyen se retrouve dans l'univers politique et administratif bruxellois? Est-ce qu'il en maîtrise un tout petit peu les ressorts? Est-ce que, pour reprendre une question classique, est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier le paysage institutionnel? Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre ce paysage plus compréhensible pour les Bruxellois, mais aussi pour les Wallons, pour les Flamands, et pour les Européens, et pourquoi pas pour tous les étrangers? Je pose cette question sous le bénéfice tout de même d'une observation préalable. Alors, je sais bien que ça va paraître iconoclaste, mais je crois aussi que cette observation est pertinente. Je ne voudrais pas faire ici l'éloge de la complexité, mais d'un autre côté, je constate qu'une certaine complexité, et même une complexité certaine, est caractéristique de tout, je dis bien, de tous les États fédéraux, de tout système fédéral de gouvernement, qui est évidemment beaucoup plus complexe qu'un État unitaire. Vous savez, moi, j'ai enseigné pendant quelques années le système, ou plutôt j'ai étudié comme étudiant le système unitaire de la Belgique. C'était d'une simplicité enfantine, un roi, un gouvernement, un parlement, une cour de cassation, et avec ça, on pouvait vivre et on pouvait fonctionner. J'ai été
professeur à partir de 1970, et là, je me suis retrouvé à devoir enseigner un État fédéral, par étapes, mais un État fédéral qui est manifestement plus complexe. Pourquoi? Pourquoi c'est complexe? Parce que dans tout État fédéral, il y a toujours un partage de territoire. Uccle est en région bruxelloise, Rose-Saint-Genès est en région flamande. Ah oui, voilà, on peut réfléchir à rectifier des limites de territoire, mais il y aura toujours un moment où l'on va franchir les frontières ou les limites, si on préfère, d'une région pour passer dans une autre. C'est inhérent au système fédéral de gouvernement. Deux, il y a toujours dans un État fédéral un partage de compétences entre ce qui est fédéral et ce qui est fédéré. Et en Belgique, on sait que ça se double aussi d'un partage de compétences entre ce qui est communautaire et ce qui est régional. Oui, l'enseignement, ben, tout le monde le sait, l'enseignement est de compétences communautaires. La formation à l'emploi, c'est de compétences régionales. Les allocations de chômage, c'est de compétences fédérales. Donc, il y a toujours ces délimitations-là qui sont inévitables. Complexité à cause des délimitations de territoire, complexité à raison des délimitations de compétences, complexité aussi, évidemment, à raison de la détermination des moyens financiers qui reviennent aux uns et aux autres. Alors, je sais bien que tout cela ne simplifie pas la compréhension du système. Ça ne permet pas nécessairement toujours des politiques cohérentes dans un secteur déterminé d'activité. J'ajoute en plus de ça que tout cela, toute cette complexité se présente dans une petite région, je dis bien une petite région. Bon, oui, je sais bien qu'il y a 1,1 million habitants, mais enfin, Bruxelles, le Bruxelles 19 communes s'inscrit tout de même dans un cercle qui est un cercle qui n'a que 7 km de rayon. Je suis sur la Grande Place, je fais 7 km au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, je suis en dehors de Bruxelles. Je crois qu'il ne faut pas nier cette réalité-là. Ça ne sert à rien de jouer à l'autruche. Il faut prendre conscience de ces complexités et travailler dans ce contexte-là. Autrement dit, ceux qui disent simplifions, 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 bah, c'est une préoccupation qui part de bonnes intentions, mais c'est un projet qui se heurte très vite à un certain nombre de découpages qui sont incontournables dans un État fédéral. Je crois que c'est évidemment une limite évidente à l'exercice que nous faisons maintenant ce soir. Alors, dans ce contexte-là, moi, je voudrais m'interroger donc sur le statut du citoyen de Bruxelles en envisageant, somme toute, deux questions qui sont assez différentes, je le reconnais, mais qui méritent toutes les deux un intérêt évident. D'abord, il y a la question institutionnelle. Dans quel cadre institutionnel est-ce que moi, bruxellois, je vais vivre demain? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier, pour reprendre cette question-là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fluidifier, comme on dit parfois? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de perfectionner le schéma existant? Si vous voulez, ce sera la première question que j'examinerai. Et puis il y a une deuxième question qui n'est pas une question institutionnelle, qui est peut-être une question un peu plus personnelle, qui se pose d'ailleurs à chacun d'entre nous. Dans quelle mesure est-ce que moi, citoyen bruxellois, je suis en mesure d'influencer, seul ou avec d'autres, l'avenir de cette région et par conséquent mon propre avenir? Question institutionnelle, question
personnel. Voilà les deux thèmes que je voudrais peut-être aborder avec vous dans le temps qui m'a été imparti. Je commence par la perspective institutionnelle. Alors, je ne vais pas me lancer ce soir dans un slalom effréné pour franchir les multiples portes des institutions bruxelloises. J'ai dit que le temps m'était compté. Et je me limiterai donc à franchir trois portes. Trois portes. La première, c'est la commune. La seconde, c'est la communauté. Et la troisième, c'est la région, avec en annexe d'ailleurs, je dirais un mot, des commissions communautaires. Commençons par la commune. Je suis citoyen bruxellois, je vis dans une commune. Ça peut être Bruxelles-Ville, Schaerbeek, Anderlecht. J'ai pris à dessein les trois plus grosses communes, les trois communes les plus peuplées. Il y en a d'autres, évidemment, puisqu'il y en a 19 en tout pour 1 200 000 habitants, je le répète. Et la question essentielle qui se pose dans ce contexte-là, c'est la question de savoir, mais est-ce qu'il ne faut pas fusionner les 19 communes bruxelloises pour en faire une seule, ce qui revient finalement à supprimer l'échelon communal et à constituer une ville qui devient à ce moment-là une ville-région, une région-ville, peut-être plus exactement. Est-ce qu'il faut plutôt constituer de grosses communes, certains parlent par exemple de 5 grosses communes, avec chacune plus ou moins 400 000 habitants, ce qui revient évidemment à supprimer les communes les moins peuplées, que ce soit maintenant Kuckelberg, Gansoren, Saint-Josse ou Watermael-Boisfort. Est-ce qu'il faut préserver les 19 hôtels de ville, conserver le statu quo, quitte peut-être à diminuer le nombre des mandataires communaux dans chacune des entités communales? Bon, ça c'est une question à laquelle chacun d'entre vous doit pouvoir répondre selon ses préoccupations, selon sa sensibilité. La question fondamentale, évidemment, est la suivante. Est-ce que vous préférez l'efficacité avec une gestion unifiée, ou est-ce que vous préférez la proximité avec une gestion qui est décentralisée? Oh, je vous donne mon avis, moi je n'ai pas peur de faire connaître mes préoccupations de ce point de vue-là. J'ai l'impression qu'un seuil de 50 000 habitants par commune pourrait peut-être être retenu. Je crois aussi qu'il y a des modifications de frontières qui sont concevables. L'imbroglio de l'avenue Louise est célèbre et je ne m'y attarde pas. Il y a peut-être une définition plus rationnelle des compétences entre la région et les communes qui devraient s'imposer. Je pense par exemple au thème de la mobilité dans Bruxelles. Je crois que nous sommes tous confrontés, par exemple, au problème du stationnement, du parking, qui est un peu kafkaïen, puisque les règles sont modifiées, parfois de commune à commune, et parfois même de quartier à quartier au sein d'une même commune. Il est assez difficile de s'y retrouver. De là à décider que tout doit se décider sur la grande place de Bruxelles, dans une seule entité qui serait la région, c'est un pas que je ne franchis pas, parce que, pour dire les choses crûment, ce n'est manifestement pas qu'une question technique, c'est aussi une question politique. Les partisans d'un régime unifié se retrouvent essentiellement du côté flamand, et ça se comprend, parce qu'une ville-région ou une région-ville
pourrait évidemment offrir aux Flamands une représentation politique plus étoffée que celle qu'ils trouvent actuellement à la proportionnelle dans chacune des communes bruxelloises. Voilà un premier sujet, une première matière à réflexion, c'est la commune, ou les communes bruxelloises. Deuxième sujet de réflexion, c'est la communauté ou les communautés. On sait qu'à Bruxelles, il y a deux communautés, la communauté française, la communauté flamande, qui exercent leurs attributions respectives sur le territoire bruxellois. Alors, les domaines sont bien connus, l'enseignement, la culture, certaines activités sociales, et les communautés d'ailleurs ont créé des institutions ou ont subventionné des institutions sur le territoire bruxellois. Je pense aux écoles, je pense au théâtre, je pense aux clubs de sport, et on pourrait multiplier les exemples. Les communautés présentent, à mes yeux, un avantage certain. C'est que ces communautés créent un lien entre les francophones de Bruxelles et les francophones de la Wallonie. Elles créent aussi un lien entre les Flamands de Bruxelles et les Flamands de Flandre. Et par conséquent, il est possible de développer des stratégies, par exemple dans le domaine de l'enseignement, qui sont communes à la fois aux Bruxellois et aux Wallons d'une part, aux Bruxellois et aux Flamands de l'autre. Pour prendre un exemple, moi j'ai enseigné le droit pendant 35 ans, le programme de droit, il est le même à Liège, à Bruxelles et à Louvain, sans parler de Namur, et la formation des juristes est donc une formation identique pour tous les francophones. Moi, je ne peux que m'en féliciter. La communauté présente une originalité certaine. C'est qu'elle offre aux Bruxellois un choix, un libre choix. Je ne suis pas catalogué francophone, ou je ne suis pas catalogué flamand ex officio. Non, c'est moi, citoyen, qui choisis l'institution qui me convient. Je m'inscris dans un athénée ou dans un collège qui enseigne en français. Je fais partie d'un club de sport qui est subventionné par la communauté française. Je vais dans une maison de repos qui est de la même obédience et je vais ainsi me rattacher, moi, volontairement, à une collectivité politique, à une communauté qui est la communauté française. Et je crois que cette liberté-là du citoyen bruxellois, elle doit être valorisée, elle doit être préservée. Je note d'ailleurs en passant que l'appartenance que je choisis, et qui à ce moment-là la mienne, n'est pas une appartenance exclusive. Je peux aller à l'école en français, je peux faire du scoutisme en néerlandais, je peux faire les primaires en français, je peux faire les secondaires en néerlandais, etc. Tout cela est possible, tout cela est réalisable. Je dois bien constater que le système des communautés est aujourd'hui très largement décrié, spécialement à Bruxelles. Pourquoi, dit-on, ne pas scinder l'enseignement? Un enseignement bruxellois et un enseignement wallon et un enseignement flamand. Pourquoi ne pas scinder l'ensemble des activités culturelles ou sociales sur une base qui est une base régionale? Pour moi, je ne cache pas mon jeu, je dis que c'est une hérésie. J'ai enseigné, j'y reviens, pendant 35 ans, le droit public
Je suis bruxellois. Eh bien, je l'ai enseigné principalement en région wallonne, puisque j'étais à l'université de Louvain, à Louvain-la-Neuve, et j'ai eu des étudiants qui venaient pour les trois quarts de la région wallonne. J'avais aussi un quart de mes étudiants qui venaient de la région bruxelloise, et je ne parle même pas d'étudiants qui venaient d'autres régions ou d'autres pays. Je suis convaincu qu'une régionalisation de l'enseignement aurait un effet désastreux parce qu'elle inciterait l'étudiant bruxellois à rester à Bruxelles, elle inciterait l'étudiant wallon à rester en Wallonie, et cela à une période, à une époque où je vois comme mes étudiants n'ont qu'une idée, c'est d'aller faire un semestre, c'est d'aller faire 3 mois, éventuellement, que ce soit maintenant à Salamanque, à Helsinki ou à Athènes, et on ne leur donnerait même pas la possibilité d'aller se former dans l'autre région du pays. Je vous avoue que ces formes de repli-là, ben, elles m'effraient. J'ai pris l'exemple de l'enseignement, je peux aussi prendre l'exemple des soins de santé ou des activités culturelles. La commune, la communauté, disons un mot maintenant de la région. Alors, la région bruxelloise, elle a connu quelques ratés, quelques ennuis, peut-on dire, à l'allumage, puisqu'il a fallu attendre tout de même 1989 pour voir mettre en place un parlement, un gouvernement, une administration de la troisième région. Et je crois que 1989, nous sommes maintenant plus de 30 ans plus tard, je crois que les Bruxellois ne souhaitent pas revenir en arrière, ils ne souhaitent pas renoncer à ce qu'ils ont attendu et de ce qu'ils ont acquis. Et je constate aussi, mais ça va un peu de pair avec ce que je disais à propos des communautés, c'est qu'il y a aujourd'hui une forme d'exaltation bruxelloise, d'exaltation régionale bruxelloise, qui va de pair évidemment avec le désamour pour les communautés françaises et flamandes, qui sont conçues comme des intervenants qui viennent de l'extérieur. Tout compte fait, dit-on, pourquoi ne pas reconstruire la Belgique sur base de 4 régions, ben voilà, Wallonie, Flandre, Bruxelles et la communauté germanophone, une Belgique à 4, et on ajoute tout de suite que le fait d'être à 4, ça permettrait de résorber le conflit frontal entre le Nord et le Sud. L'idée, je dis l'idée, c'est peut-être un mythe, mais l'idée de la Belgique à 4, elle a beaucoup de succès, et spécialement d'ailleurs à Bruxelles. Elle a connu aussi un certain succès en Wallonie. Est-ce que c'est une idée porteuse? Est-ce que c'est une idée qui est réalisable? Elle serait certainement porteuse de simplification, mais je pose la question, est-ce que cette idée est réaliste pour autant? Je crois que cette idée de la Belgique à 4, elle s'expose en réalité à une difficulté que je serais tenté de qualifier d'insurmontable. Cette difficulté, c'est que depuis 40 ans, la région flamande, elle n'existe plus. La région flamande n'est plus qu'une coquille vide. Toutes ces institutions ont été supprimées. Toutes ces compétences ont été absorbées par la communauté flamande, et par conséquent, si je veux composer une Belgique à 4 au départ d'une région flamande, ça signifie, 1, que la communauté flamande doit se faire harakiri. 2,
Ça signifie que la communauté flamande renonce à gérer les intérêts flamands à Bruxelles. Ça signifie que la région flamande ressuscite après avoir disparu pendant 40 ans. Ça signifie aussi que la région bruxelloise, à ce moment-là, elle s'organise comme elle l'entend, elle détermine ses règles de fonctionnement et elle se pose notamment la question de savoir s'il convient de garder à Bruxelles le régime privilégié qui est celui des Flamands dans les institutions gouvernementales et parlementaires. Voilà évidemment beaucoup de si, des si qui doivent être posés à nos amis flamands et aussi à nos amis bruxellois flamands qui ne sont pas toujours d'ailleurs sur la même longueur d'onde. Voilà, il faudrait peut-être aussi, puisqu'on parle de la région, s'interroger sur les modes de fonctionnement de la région bruxelloise. C'est tout le problème des partages des responsabilités entre la région et la commune, entre la région et la communauté métropolitaine dont on ne parle plus, entre la région et les commissions communautaires. Il faudra peut-être y revenir dans le débat. C'est une vaste question et ça mériterait sans doute d'autres réflexions. Voilà mon volet institutionnel. Je passe à mon second volet, qui est le volet peut-être plus personnel. C'est la perspective citoyenne, si je peux employer le mot à la mode. Le citoyen bruxellois a-t-il un mot, son mot à dire dans la construction ou la reconstruction du paysage institutionnel? Et si encore, je me bornerai, si vous le voulez, à trois considérations. Je voudrais évoquer d'abord la liberté. Je voudrais aussi évoquer l'élection. Et je voudrais enfin dire un mot de la participation. La liberté. Oh, je crois que je peux être bref sur le terrain de la liberté, puisque je constate quand même que depuis 1831, le roi, la loi, la liberté, comme dit la loi Benson, depuis 1831, le citoyen dispose d'une panoplie fort complète de droits et de libertés, expression, réunion, manifestation, association. Et j'ajoute aussi que depuis lors, des droits économiques, sociaux et culturels sont venus s'y ajouter. Et je constate encore que les textes européens, au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, sont venus parachever la panoplie des libertés qui sont offertes aux citoyens bruxellois comme aux autres. Ce que je constate, c'est évidemment que le citoyen bruxellois est peut-être trop discret dans l'expression de sa liberté. Et il réchigne peut-être à faire connaître publiquement ses opinions, ses préférences, notamment quant au sort qui pourrait lui être réservé. Et la voix d'1,2 million habitants dans une population de 11 millions d'habitants, cette voix, elle n'est pas étouffée, mais elle est parfois quelque peu fluette. Et j'ai parfois tendance à me dire, mais ces Bruxellois dont je suis, ils gagneraient peut-être à se réveiller, à s'exprimer et surtout à ne pas compter sur d'autres pour aménager le statut qui pourrait leur convenir. J'agite le drapeau de la liberté. Deuxième thème, l'élection. J'espère ne pas être obnubilé par les questions institutionnelles, même si c'est mon métier, mais je me dis tout de même que l'élection
est un moment privilégié pour que le corps des citoyens, ce qu'on appelle le corps électoral, fasse connaître ses préoccupations. C'est tout de même le moment idéal pour que les citoyens électeurs fassent connaître à leurs mandants quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs préférences, par exemple en matière d'organisation des pouvoirs, en matière de fonctionnement des institutions ou encore en matière de gouvernance. Alors, je sais bien que l'élection, elle aussi, elle est parfois décriée. David Van Reybrouck a été jusqu'à écrire un livre contre les élections. Bon, aujourd'hui, il explique que le titre de son livre, c'était plutôt un attrape-nigo et qu'il ne s'agissait pas de supprimer les mécanismes électoraux et qu'il proposait simplement des mécanismes qui viennent compléter le thème de l'élection. Enfin, Van Reybrouck ne faisait tout de même que surfer sur une conviction qu'atteste d'ailleurs une enquête qui a été réalisée il y a quelques mois. C'était une enquête réalisée par 5 universités où de nombreux Belges jugeaient que leurs élus sont, je cite, corrompus, incapables et déconnectés de ce que vit la société. Bon, c'est gentil, mais il faut bien dire que ça, c'est vraiment du poujadisme, parce que les élus, j'ai été élu pendant 15 ans, les élus d'ailleurs ne manquent pas de renvoyer la balle aux électeurs. Je pose ces questions simples. À quoi pense le citoyen bruxellois lorsqu'il met un bulletin dans l'urne ou lorsqu'il utilise l'écran de l'ordinateur pour exprimer un suffrage? Est-ce qu'il pense, et chacun doit répondre en conscience, est-ce qu'il pense à ce moment-là à l'avenir de la Belgique? Est-ce qu'il pense à ce moment-là au statut de la région bruxelloise? Est-ce qu'il pense à des questions beaucoup plus proches dans le temps et dans l'espace, l'état des trottoirs, le ramassage des immondices, les bouchons dans la circulation ou la gestion de la crise sanitaire? Alors, ma question à ce moment-là, je me rends bien compte qu'elle se déplace, elle est plutôt de savoir comment utiliser l'élection, comment utiliser le procédé de l'élection pour permettre l'émergence des vraies préoccupations, les grandes et les petites. Je ne prends qu'un exemple. Le code électoral, comme la Constitution d'ailleurs, repose sur un principe tout à fait simple. Un homme, une voix, ou une femme, une voix. Eh bien, je lance cette idée. Et si demain, on retenait un autre principe, un homme ou une femme, deux ou plusieurs voix, et peut-être d'ailleurs sur des listes différentes, et peut-être d'ailleurs aussi dans des régimes linguistiques différents, l'on verrait peut-être surgir par ce changement de mécanisme électoral une autre opinion publique attentive aux préoccupations des hommes et des femmes de notre temps. Alors j'ai dit liberté, j'ai dit élection. Ben, ne laissons pas de côté la participation citoyenne. Ah oui, c'est le thème à la mode. Vous connaissez vous avez entendu les dernières nouvelles. Je les reprends un peu en vrac. La ville de Bruxelles, par exemple, ou la commune d'Etterbeek, qui lance des conseils de quartier constitués de personnes qui ont été tirées au sort et
qui sont chargés notamment de gérer ce qu'on appelle un budget participatif et d'émettre des avis dont le collège des bourgmestres-échevins tiendra compte s'il le juge utile. La commune de Saint-Gilles organise un conseil citoyen permanent aux côtés du conseil communal, un peu sur ce qui a été réalisé dans la communauté germanophone. Plus important encore, les assemblées, les parlements, le parlement de la région, le parlement de la commission communautaire française, le parlement de la COCOM, la commission communautaire commune. Vous savez que ces parlements ont décidé de créer en leur sein des commissions délibératives. Et ces commissions délibératives, elles vont réunir des citoyens qui sont des citoyens, les uns des élus, les autres des personnes simplement tirées au sort pour débattre d'un certain nombre de questions thématiques. Et vous voyez d'ailleurs apparaître ici un mot qui revient de plus en plus souvent dans le vocabulaire politique, y compris à Bruxelles, le sort, le sort, le sort. Le tirage au sort, qui est une technique qui a beaucoup de succès dans les milieux citoyens. D'autant plus, dit-on, que le tirage au sort a ses lettres de noblesse, et l'on évoque la République athénienne. C'est un système qui est encore utilisé en justice pour composer les cours d'assises. Ces arguments valent ce qu'ils valent, je le dis comme je le pense, parce qu'ils mériteraient notamment d'être vérifiés d'un point de vue scientifique, et notamment d'un point de vue historique. Je crois qu'on raconte beaucoup de choses sur l'Athènes de Périclès et que l'agora, sous les cieux lumineux d'Athènes, se part avec le temps et peut-être avec l'oubli de beaucoup de qualités. Je reconnais que le tirage au sort est vu avec une certaine appréhension dans les milieux démocratiques. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est tout de même la participation du plus grand nombre à la gestion des affaires publiques, par le peuple, pour le peuple. Je ne dis pas que c'est réalisé tous les jours et que ça ne peut pas être amélioré, mais aller jusqu'à considérer qu'il faut donner à quelques personnes tirées au sort, quelques inconnus, sans expertise et sans spécialisation, le droit de gérer les affaires du plus grand nombre, ça, pour moi, ça n'est tout de même pas le summum de la démocratie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je constate que dans les réformes qui sont pour le moment sur le métier, ou bien on donne à ces citoyens-là, ces rarinantes, on leur donne une possibilité de donner un avis, et le pouvoir politique se réserve évidemment le pouvoir de décision, ou bien l'on va créer des ensembles dans lesquels il y aura et des élus et des citoyens tirés au sort. Et j'avoue que ce qui me préoccupe aussi, c'est que ces braves citoyens tirés au sort, ces novices, on dit tout de suite qu'il faut les accompagner d'un certain nombre d'experts, des experts qui vont leur expliquer comment il faut opiner ou comment il faut décider, des experts qui ne sont pas élus, des experts qui, encore une fois, sont en petit nombre et qui ne représentent pas nécessairement l'ensemble de la population. Alors, voilà, je vais peut-être conclure ces premières réflexions. Est-ce que le nouveau citoyen de Bruxelles a encore un avenir? Oui, certainement. Je crois qu'il a un avenir, mais tout de même à deux
conditions. La première condition est simple. Il faut sans doute que le nouveau citoyen ne cède pas au mirage de la quatrième région. Mais que, ça c'est beaucoup plus concret et c'est beaucoup plus précis, mais que ce citoyen-là prenne sur place, dans la région bruxelloise, les initiatives pour faire le ménage dans les institutions existantes, pour apporter les modifications, fussent-elles de détail, qui permettront de mieux coordonner les interventions des uns et des autres. Première condition. Deuxième condition, il faut sans doute que ce nouveau citoyen se retrousse les manches, qu'il ne cède pas à la tentation du populisme ou du découragement, mais qu'il utilise l'ensemble des instruments diversifiés qui sont à sa disposition et qui lui permettent de participer de différentes manières à la gestion des affaires publiques. Si ces deux conditions sont remplies, eh bien, n'allons pas nous enfoncer dans la morosité ou dans la méfiance. Ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, si ces deux conditions sont remplies, alors je crois que tout est possible, tout est permis, et y compris de remplir la bassine d'eau du coin de la rue de l'Étuve. Voilà. Voilà les petites remarques que je voulais peut-être mettre sur la table pour amorcer notre discussion. Merci beaucoup, Je vous rends la parole. Monsieur Delperrey, merci beaucoup de cette brillante et très sage, de cette brillante et très sage réflexion sur Bruxelles. Je vois que certaines questions sont déjà arrivées. Alors, il y a une question de Rachel. Refédéraliser certaines matières vous semble-t-il cohérent, comme par exemple la santé? C'est un cadre qui est plus général que Bruxelles uniquement. Je vous en donne plusieurs autres ou bien... On peut commencer avec celle-là. Hein. Voilà, tout à fait, ok. Voilà, ça c'est le débat évidemment qui est sur la table dans les prochaines semaines, sinon dans les prochains mois. C'est la question de savoir s'il n'y a pas dans l'ensemble institutionnel, et je dis bien on reste dans l'ensemble institutionnel, on reste dans l'ensemble fédéral avec ses communautés et ses régions, s'il n'y a pas certaines matières qui devraient être refédéralisées, ou diront d'autres, certaines matières qui devraient être régionalisées. Et aujourd'hui, évidemment, au lendemain de la crise sanitaire, chacun se pose la question de savoir si tout le domaine de la santé ne devrait pas être soit fédéralisé, soit régionalisé. Je constate deux choses. Je constate d'abord qu'il y a manifestement des incohérences dans les découpages de matières telles qu'elles existent aujourd'hui. Je suis peut-être un vieux de la vieille, mais en 1970, en 1980, encore en 1988, quand on a transféré des compétences, on les a transférées en bloc. En bloc. Je prends l'exemple de l'enseignement, c'est peut-être celui que je connais le mieux, mais tout l'enseignement est communautaire. Les programmes, les méthodes, le personnel, les bâtiments, les transports scolaires, les cantines, la médecine scolaire, tout est communautarisé. Ça simplifie les données du problème. À partir de 1993, j'ai l'impression que l'on a, c'est plus qu'une impression, je constate que l'on a travaillé dans la dentelle. On a dit tel aspect d'une matière est fédéral, tel autre aspect de cette même matière est de compétences fédérées. Et là, évidemment, ça risque parfois de coincer. Je prends l'exemple dans le domaine de la santé. La médecine préventive, elle est dans les mains
des communautés. La médecine curative, avec tout le système de la sécurité sociale, est de compétence fédérale. Mais ça coince pourquoi? Parce que si les communautés travaillent bien en matière de compétences de médecine préventive, si elles, par exemple, si elles dépensent des moyens importants pour que cette médecine préventive fonctionne bien, elles vont alléger la charge du fédéral. Inversement, si les communautés ne travaillent pas bien, ne font pas de la bonne médecine préventive, elles vont alourdir la charge du fédéral. Il y aurait donc intérêt sans doute à rapprocher ces deux domaines préventifs et curatifs. Deuxième élément des réponses sur ce sujet, c'est que l'on peut peut-être comprendre que certaines matières soient régionalisées et soient de la compétence indiscutable du gouvernement et du Parlement régional. Mais la question que nous devons nous poser, et spécialement depuis un an, c'est de savoir si, en cas de crise grave, de crise qui met en cause les intérêts vitaux de la population, il ne devrait pas y avoir un mécanisme qui permette, par exemple, à l'État fédéral de reprendre en main la compétence pendant une période déterminée. Donc, voilà un certain nombre de pistes que je me permets d'évoquer à la suite de la question de la fédéralisation. Alors, j'avais une autre question, mais qui m'est posée, ou qui dit ceci: faut-il garder la communauté française? Vous avez parlé de la communauté néerlandaise, la communauté flamande, et donc la question qui est posée maintenant, c'est: faut-il conserver cette communauté française? Je ne sais pas si la personne qui a posé la question a entendu mon exposé, parce que je crois que j'ai été d'une clarté Ouais. lumineuse à ce sujet. Je suis un défenseur de la communauté française. J'ai expliqué que j'ai enseigné en région wallonne, puisque j'étais à Louvain-la-Neuve Oui. pour enseigner le droit constitutionnel. Et je me dis que si, par exemple, l'enseignement devait être régionalisé et que si la communauté française disparaissait du même coup, eh bien, on aurait des programmes différents, des méthodes différentes, des personnels différents. Les étudiants, on leur mettrait des barrières avant même de franchir les limites de la région bruxelloise. Et cela, je trouve vraiment que ce n'est pas très heureux. Même chose d'ailleurs au niveau, je l'ai souvent dit, au niveau de la santé. Voilà, je suis citoyen bruxellois, je suis malade. Je suis malade et mon médecin me dit, voilà, le spécialiste ou l'hôpital qui vous faut, ou l'équipe chirurgicale qui devrait vous traiter, la meilleure se trouve à Namur, à Liège ou à Charleroi. Est-ce qu'on va me dire, ah non, hein, vous êtes bruxellois, vous n'avez qu'à rester chez vous, vous devez vous faire soigner dans votre région. Et l'inverse, évidemment, est-ce que le Carolo ou le Namurois ne peut pas se faire soigner à Bruxelles si l'équipe qui correspond à sa maladie est peut-être la plus performante parce qu'elle se trouve dans la capitale? Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, je suis de ceux qui considèrent qu'il serait temps d'écrire une charte des droits sociaux et culturels, et pour les francophones et pour les flamands, leur offrant une liberté de circulation pour obtenir les droits qui sont les leurs, que ce soit maintenant sur le plan culturel ou sur le plan social. Et de ce point de vue-là, la communauté, évidemment, est un outil tout à fait indispensable. Alors, j'ai une question de Stan
qui est la suivante, qui est longue, mais je vous la lis. Monsieur Delperret, ne pensez-vous pas qu'il est plus que temps d'écrire l'histoire? Ne faut-il pas faire comme, comme nous l'avons fait une fois, certes, pour la question royale, pour poser la question du confédéralisme de la Belgique à 4 régions sur tout le territoire, ou même simplement en Flandre sur l'avenir de nos institutions. De telles décisions ne peuvent être prises par ou plusieurs États à la suite d'élections législatives. Je vous remercie. Voilà. Alors, c'est Stanislas Lavallée-Poussin qui pose cette question. Oui. Mais, monsieur Lavallée-Poussin, soyons clairs sur les mots. Parce que si je vous vends un mouton, vous n'allez pas me dire que c'est une chèvre ou que c'est une vache parce qu'elle broute de la même manière et qu'elle mange de l'herbe. Donc il faut s'entendre sur les mots. Une confédération. Hein, vous parlez de confédération de 4 régions. C'est ça. Une confédération, c'est quoi? C'est une association de 2 ou plusieurs États, je dis bien États, États souverains, États indépendants, qui décident de collaborer entre eux sur des thèmes particuliers sur lesquels ils se sont accordés. Donc, votre hypothèse, c'est que la Flandre est devenue indépendante, c'est que la Wallonie est indépendante, c'est que les germanophones sont indépendants, que Bruxelles est indépendante, et que ces 4 États souverains et indépendants se mettent un jour au bord d'une table, peut-être sur la grande place de Bruxelles, et décident de travailler entre eux sur des problèmes particuliers. Si vous voulez un exemple, parce qu'il y a même on peut tout chercher des exemples, hein, eh bien l'exemple c'est celui du Benelux. 3 États, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, qui travaillent au rapprochement des droits, notamment en matière économique ou en matière fiscale. Ben, évidemment, les Pays-Bas, ce n'est pas la Belgique, et la Belgique, ce n'est pas le Luxembourg. Donc, ce que vous êtes dans une hypothèse, je sais bien que c'est la hypothèse de Philippe de Stadt, j'ai lu son livre sur la confédération à 4, c'est le titre du livre, hein, le confédéralisme à 4 régions, eh bien, cette hypothèse-là, c'est une hypothèse dans laquelle la Belgique a disparu. Bon, moi, je suis peut-être, là aussi, vieux jeu, je suis peut-être encore trop attaché à l'ensemble belge, avec un fédéralisme plus ou moins accentué qui doit fonctionner dans son ensemble. Mais évidemment, si vous dites non, je supprime la Belgique, je mets de côté l'ensemble belge, et chacun maintenant va jouer en tant qu'État indépendant, là on est dans un tout autre mécanisme. Je constate d'ailleurs que la NVA, elle prône le confédéralisme, hein. Elle prône la confédération. Et cette confédération, elle est basée sur quoi? Sur quoi? Relisez les travaux du congrès d'Anvers de 2014. Eh bien, cette confédération, elle n'est plus basée sur une constitution. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de constitution. Il y a un traité international par Grondverslag, voilà, traité international qui a été établi entre les différentes composantes. Bien, la NVA, elle a le mérite de la franchise. Elle ne camoufle pas les indépendances derrière des brouillards. Et donc, moi, je vous pose la question, M. de Lavallée-Poussin, est-ce que voilà, vous raisonnez dans un cadre belge ou bien est-ce que vous raisonnez dans un cadre international, ce qui est tout à fait différent? Si je peux me permettre de répondre Oui. à votre question oralement, ce sera plus simple. En fait, la question que j'ai posée, je suis complètement d'accord avec vous, le confédéralisme, c'est même la définition juridique que vous avez citée qui est complètement exacte, c'est la coopération de plusieurs États indépendants. Mais je précise en même temps qu'il n'y a pas qu'en Belgique qu'on dit ça. Je peux vous citer dans le monde entier, personne ne soutient qu'il est possible de créer un État confédéral.
Non, bien sûr, ça je suis complètement Hein? d'accord. Mais vous On avez est cité d'accord là-dessus. Hein? l'exemple du Benelux, vous aurez même pu même dire l'Union européenne, puisque c'est un peu de ça dont il s'agit. Aussi, oui, tout à fait. Oui, oui. En fait, ma question, c'était plutôt dans le sens, quand je voulais dire écrire l'histoire, c'était justement dans le sens de demander clairement aux Flamands et aux néerlandophones ce qu'ils veulent. Parce que je crois que la réponse serait non. Et ça permettrait d'avoir la paix communautaire pour justement une vingtaine ou une trentaine d'années. Et justement, là maintenant, de mettre vraiment un coup d'arrêt à la poussée du nationalisme flamand et d'avoir, je vais dire, une Belgique stable au niveau des institutions et pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est ça la stratégie que moi j'ai à travers la question que je vous ai posée, de savoir s'il fallait faire une consultation populaire, par exemple, dont d'ailleurs on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire de référendum, et qu'on pose directement à la région, donc dans les communes flamandes ou même à l'échelle du territoire si c'est possible. En fait, c'est ça. Oui, oui, je n'ai pas perdu de vue la deuxième partie de votre intervention. Hein. J'avais réagi sur le thème de la Confédération. Encore que les deux sont liés, parce que vous devinez, comme moi, que la question qui serait posée ainsi au peuple belge, hein, il n'y a pas de raison de faire simplement un sondage ou une élection dans la région de Virton ou dans la région de Bruges. Hein. C'est l'ensemble de Belges qui devrait être consulté. Et toute la question serait, c'est le cas de le dire, de savoir quelle est la question que l'on veut poser. Voulez-vous rester ensemble? Ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Voulez-vous travailler dans un État fédéral? Ah, ça c'est déjà beaucoup plus précis. Est-ce que vous parlez, est-ce que vous êtes préconisé une confédération d'États et on jettera des brouillards pour expliquer que fédération et confédération c'est à peu près la même chose, il n'y a tout de même que 3 lettres de différence, mais tout de même lesquelles. Hein. Bon, c'est un autre problème. Mais donc voilà, je crois que si l'on doit aller dans ce sens-là, il faudrait sans doute non pas poser une question vague, Tout à fait, il faut être précis. il faut être précis, et sans doute que l'idéal, ce serait de poser la question sur un texte. Voilà, voilà la Belgique que l'on voit pour les 20 années qui viennent. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette solution-là? Deuxième problème que je me permets quand même de soulever, parce qu'il n'est pas indifférent dans ce débat-là, c'est que une consultation ou même un référendum de décision, Par la Constitution. ça se joue toujours à 51%. Il y a 60% de flamands. Ça veut dire qu'en réalité, vous donnez la solution au nord du pays. Ou alors, parce que je vous vois maugréer, mais ou réagir, ou alors il faut dire que la consultation n'aura de portée que s'il y a une majorité dans chacune des deux grandes composantes de notre pays. Oui, Pourquoi oui, pas? Pourquoi pas? oui, oui, oui. Donc, OK. un texte et une double majorité. Je suis conscient que c'est un coup de poker, hein, mais ça. Oui. OK. Alors, j'ai une question. On revient à la refédéralisation. J'ai une réflexion de Claire qui dit l'inefficacité dans le secteur hospitalier à Bruxelles est tragique. On rigole des 9 ministres, mais le personnel hospitalier réclame une refédéralisation. Quelle est votre réaction? Oui, mais j'ai déjà dit tout à l'heure que j'ai déjà évoqué le problème Oui, précisément de la santé. Euh, Maintenant, attention, hein, on dit le système hospitalier bruxellois ne fonctionne pas. Comment il ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Qui a dit qu'il ne fonctionnait pas? Ce pas pas des fantasmes. Moi, j'étais encore dans un hôpital il y a 3 jours et je voyais que l'ensemble de l'hôpital fonctionnait parfaitement, que ce soit Covid ou pas Covid. je peux imaginer qu'elle veut faire allusion surtout au fait de la multiplication des responsabilités et Mais des 9 ministres dont on a. oui, mais enfin, là aussi, c'est un peu un mythe. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un tout petit bout de compétences et qu'on le fait figurer dans la liste des 9 ministres que pour autant
le système ne fonctionne pas. Non, vous savez, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que tout fonctionne bien dans le système bruxellois. Je prends un exemple. Il y a des hôpitaux. On les connaît. Les uns sont privés, les autres sont publics. Il y a aussi un réseau de maisons de repos et de soins, MR, MRS. Ben, je constate tout de même que entre les deux, notamment entre les maisons de repos et de soins et les hôpitaux, il n'y a peut-être pas des liens suffisamment étroits et il n'y a peut-être pas des collaborations ou des connexions qui pourraient s'établir. Je suis hospitalisé, je suis opéré, je sors de là, on me met dans une maison de convalescence, mais qui me met? Qui me met? Est-ce que les hôpitaux ont des relations structurelles avec ces autres institutions? Et ça, vous savez, ça n'est pas lié à la régionalisation, ce n'est pas lié non plus au fédéralisme, c'est la question de milieux sociaux, de milieux professionnels qui doivent trouver à s'organiser, à coopérer et à essayer de coordonner leurs interventions. Mais je ne suis pas donc de ceux non plus qui disent que le système bruxellois va à volo. Oui, il y a 9 ministres, d'accord, mais si ça fonctionne bien, et si les Bruxellois sont bien soignés, et s'ils sont vaccinés à temps, bah voilà. Voilà. Bon. Oui, d'accord. Oui. Alors, j'avais une question de Jean-Jacques. Je veux dire par là Oui, que s'il y a des retards, par exemple, en matière de vaccination ou en matière de tests, il ne faut pas nécessairement mettre ça sur le dos du fédéralisme. Hein. Ça, c'est un peu commode. Hein. C'est un raccourci qui est beaucoup trop simpliste. Hein. Et ce n'est pas parce qu'il y aurait une organisation qui serait une organisation unifiée au niveau de l'État que tout à coup le système de testing ou le système de vaccination fonctionnerait à une vitesse VV'. Hein. D'accord. Alors, j'ai une question de Jean-Jacques qui dit à Bruxelles, que faut-il toiletter? La COCOF, la COCOM, la VGC? Bonne question. Bonne question. Alors, la VGC, c'est un peu particulier. Donc, c'est la commission communautaire flamande. Mais la commission communautaire flamande, elle est perçue comme étant, en quelque sorte, une antenne de la communauté flamande dans Bruxelles. Et donc, elle est chargée de défendre les intérêts des Flamands de Bruxelles en mettant à leur disposition des écoles, des hôpitaux, des centres sociaux, etc. etc. Et donc, je signale qu'il n'y a pas de parlement ou de gouvernement de la VGC. La VGC n'est pas une collectivité régionale ou n'est pas une collectivité fédérée comme les autres le sont. Ça, c'est le problème, disons, le plus facile à régler. La commission communautaire commune, où l'on retrouve à la fois des francophones et des flamands, je crois qu'on pourrait facilement, on pourrait tout de même, peut-être pas facilement, mais on pourrait toiletter le système en transférant ses compétences à la région elle-même, puisqu'on y retrouve des ministres francophones, des ministres flamands. Il reste évidemment la commission communautaire française, la fameuse COCOF. La question là, oui, se pose de savoir si elle, on peut aussi facilement la supprimer dans le contexte qui est le contexte actuel. Donc, je crois que la question n'est pas du tout uniforme selon les commissions communautaires qui sont envisagées. Il faut vraiment prendre le problème commission par commission. Autrement dit, si je veux être un peu plus concret pour ce qui concerne la COCOF, vous savez que la COCOF, c'est pratiquement, il y a une assemblée de la COCOF. Ce sont les parlementaires francophones bruxellois. Mais à peu de choses près, c'est le Parlement bruxellois. Autrement dit, on pourrait assez facilement rassembler cette assemblée qui n'est qu'un Parlement bruxellois en un peu plus petit. Est-ce qu'il faut vraiment une composante exécutive alors que ce n'est finalement qu'un morceau du gouvernement bruxellois?
À quoi bon un président de la COCOF alors que le président de la région bruxelloise est toujours jusqu'à présent francophone? Donc, si on veut trouver des solutions, on peut simplifier. On peut simplifier, oui, oui. Et donc faire un peu la toilette là, des institutions. Alors, j'ai une question de Youn qui me dit, et quels sont les plus grands enjeux pour les Bruxellois si les Bruxellois ne se réveillent pas? C'est assez simple. Si les Bruxellois ne se réveillent pas, leur sort va être décidé par les Wallons et par les Flamands qui vont trouver les solutions qui leur paraissent à la fois les plus simples pour eux, mais pas nécessairement les plus profitables pour les Bruxellois. Euh, Avec aussi toutes ces questions qui, qui sont tout de même de dire comment une région de 1 million d'habitants pourrait-elle, 1,1 million habitants, pourrait-elle, disons, assumer l'ensemble des responsabilités qui sont les siennes? Autrement dit, et je reviens sur la formule de M. de la Vallée-Poussin qui disait 4 régions, etc., je crains beaucoup que si on est dans la logique des 4, en réalité, il y en aura 2 grandes, la région wallonne et la région flamande, et puis il y en aura 2 petites, ce sera Bruxelles et les germanophones. Et du côté flamand, d'ailleurs, vous entendez le discours, 4, non, non, pas 4, 2 plus 2 égale 4, 2 grandes et 2 petites, et Bruxelles sera une des petites. C'est-à-dire que ça veut donc dire que se battre, ça c'est une réflexion personnelle, vouloir absolument une logique à 4 régions pleines, à part entière, ne va pas résoudre le problème de fond de stabilité du pays finalement. Ce sera toujours les 2 grands contre les 2 petits. Ce ne sera même pas les 2 grands contre les 2 petits, ce sera les 2 grands, point. Et les 2 petits, ils suivront le mouvement. OK. Alors, je prends vraiment, je vous fais la lecture parce que je prends la question comme elle est arrivée, je prends connaissance de la question. C'est aussi une question de Youn. Les communautés à Bruxelles favorisent les échanges culturels entre Bruxelles, exode de la classe moyenne, et le reste de la Belgique, mais freinent l'exaltation bruxelloise. À cela s'ajoute la complexité de la lasagne institutionnelle qui démotive. Est-ce à réaliser de penser que le Bruxellois puisse, on revient au mot réveil, puisse se réveiller? Oui. Est-ce réaliste? Je n'aime pas la formule de la lasagne. J'aime bien les lasagnes, mais je ne sais pas ce que c'est que les lasagnes institutionnelles. Je m'explique. Les lasagnes, si je suis bien informé, et je me suis tout de même trouvé à Bologne quelques fois dans ma vie, une grande université italienne, mes amis italiens m'ont expliqué que c'était même des tranches de pâte avec, dans l'intervalle, de la viande ou de la sauce. Et le tout superposé. En Belgique, il n'y a rien de superposé. L'État n'est pas au-dessus de la région. La communauté n'est pas au-dessus de la région. La communauté, la région et l'État sont sur un pied d'égalité. Autrement dit, ce n'est pas du tout une lasagne, ou alors c'est une lasagne renversée. Les uns sont à côté des autres. Ce n'est pas la même chose quand même. Hein. Donc, bon, ça c'est pour l'histoire de la lasagne. Je sais bien que c'est le mot à la mode. Je l'entends tous les jours à la radio et à la télévision. Ça m'horripile parce que c'est vraiment une contradiction interminis. Et je vous avoue, on est entre nous ici, que j'ai été expliquer ça à l'université de Bologne et que tous mes collègues italiens ont très bien compris que ce n'était pas une lasagne. Bon, il n'y a que les Belges qui croient qu'ils mangent des lasagnes, y compris sur le plan institutionnel. Donc, attention, et je reviens peut-être au point de départ de mon raisonnement, c'est que dans tout système fédéral, alors ou bien on dit on ne fait plus du fédéralisme, on revient à la Belgique unitaire, mais ça je n'y crois pas. Hein,
sais pas si vous y croyez, mais certainement pas. Enfin, je vois qu'ils font non, certainement pas. Tant qu'on est dans un système fédéral, il y a toujours une complexité inhérente à l'organisation de cet aménagement des institutions. Vous savez, c'est un peu comme en matière d'enseignement, hein, où on vous dit « Ah ben ce serait plus simple s'il y avait un seul réseau d'enseignement. » Oui, d'accord. Mais la réalité, c'est que je pars d'un réseau d'enseignement public, d'un réseau d'enseignement communal et provincial, d'un réseau d'enseignement libre et même de plusieurs réseaux d'enseignement libre, etc. C'est une donnée avec laquelle je dois travailler. Moi, je ne suis pas l'autruche qui met la tête dans le sable. Je pars des réalités que je connais et sur lesquelles je n'ai pas prise. Et j'essaie évidemment de faire en sorte que je puisse les aménager de la manière la plus ordonnée et la plus harmonieuse possible. Donc je ne fais pas dans la complexité pour la complexité, certainement pas. Mais acceptons l'idée qu'il y a une complexité qui est indispensable. Mais oui, Oui, allez-y. c'est juste pour intervenir. Enfin, donc, évidemment, quand je parlais de lasagne institutionnelle, c'était vraiment coloré, c'était vraiment Oui, plutôt non. pour expliquer le ressenti, le ressenti citoyen qui, je pense qu'il s'apparente à ce que vous aviez qualifié de voix fluette du bruxellois. Mais maintenant, est-ce que ça se limite uniquement au bruxellois ou est-ce que ça pourrait se généraliser à l'ensemble de la Belgique? Moi, ce que je me dis, c'est justement, enfin, je veux dire, toute cette complexité, et je l'ai vu encore dans un conseil communal encore l'an dernier, où même des élus communaux mélangeaient des compétences communales avec d'autres compétences régionales, etc. Euh, donc, enfin, je veux dire, toute cette complexité, je trouve, handicape je vais appeler ça ce réveil citoyen ou favorise cette voie fluette comme vous l'aviez appelé. Et donc, enfin, je vois mal comment est-ce qu'on pourrait être optimiste à ce niveau-là, que ce soit pour Bruxelles ou que ce soit même pour l'avenir de la Belgique en général. Je comprends votre question et je suis bien placé pour mesurer la complexité du système institutionnel. Mais je voudrais tout de même reprendre un peu le même problème sous un autre angle, c'est-à-dire celui du citoyen. Moi, mon enfant va à l'école. Il relève de la communauté. Bah oui, il relève de la communauté. Je dois construire ma maison, je demande un permis de bâtir. Ah, mais ça, c'est la région. Putain. Je paye mes impôts ou bien je reçois les bénéfices de la sécurité sociale et c'est l'État fédéral qui me le donne. Est-ce que c'est d'une complexité inextricable? Autre chose, c'est le problème des institutions, c'est le problème des gouvernements, c'est le problème que vous évoquez, des mandataires communaux, etc., qui doivent mettre leurs initiatives dans des cadres qui soient des cadres cohérents. Mais pour le citoyen, finalement, est-ce que ça change fondamentalement les données du problème? J'habite dans une commune, ben voilà, et je sais ce que la commune peut me donner comme service. Je vis dans une région, et je sais très bien ce qu'elle peut m'apporter. Alors peut-être que, oui, il y a des problèmes, hein, le relèvement des immondices, la mobilité, les parkings, etc. Je les ai relevés moi-même. Bon, c'est peut-être pas très clair, etc. Je vais à l'école, je suis enseignant. Ben, moi, toute ma vie, j'ai été payé par la communauté française. J'en ai pas fait de maladie. Hein. Avant 1970, j'étais payé par l'État belge. Après 1970, 80 en tout cas, j'étais payé par la communauté française. Ce n'est pas une donnée qui complique le système institutionnel. En tant que citoyen consommateur, je suis d'accord. Hein, voilà. Pour le citoyen qui souhaite faire changer les choses, enfin, tout de suite, il y a cette barrière de technicité Oui, 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 qui, oui, justement, je pense, peut être démotivante à ce sujet-là. oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, non. Mais écoutez, vous avez non seulement raison, mais je peux aller dans votre sens. J'ai présidé un conseil communal, celui de Woluwe-Saint-Pierre, pendant 6 ans. Bien.
Et il y avait ce qu'on appelait des interpellations citoyennes sur des questions d'intérêt communal. Et donc, un groupe de citoyens pouvait venir prendre la parole au conseil communal et dire, voilà, j'interpelle le collège, j'interpelle les membres du conseil sur des questions qui nous paraissent importantes. Je vous avoue que j'ai dû faire la police. Pourquoi? Mais parce qu'un certain nombre de groupes arrivaient et disaient, nous voulons intervenir sur le thème de la santé. Et écoutez, ce n'est pas une question d'intérêt communal, ça. Donc le conseil communal n'a pas du tout à délibérer. Ah voilà, on étrangle la démocratie, on étrangle la participation citoyenne. Ah bon, voilà, je calme un peu le jeu, j'expliquais la répartition des compétences, etc. Et j'étais bien placé pour le faire. Et effectivement, là, quand on est dans le fonctionnement des institutions, notamment de participation, je vais peut-être aussi vous effrayer, je vais peut-être heurter certains en disant ça, mais être citoyen, c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. Et un métier, ça implique le respect de certaines règles, des règles techniques, des règles de conduite, etc. Hein, bon. Pour donner un autre exemple, mais je parle là de mon expérience de président du conseil communal. Il y avait par exemple des gens qui arrivaient au conseil communal 3 jours avant le conseil communal en disant voilà notre demande. Écoutez, il y a des lois qui organisent la participation et la loi prévoit que les demandes doivent être déposées 8 jours à l'avance pour qu'elles puissent être distribuées à tous les membres du conseil et qu'on sache un peu de quoi on va parler. Ah, hurlements, voilà, on nous étrangle, etc. Voilà, ça s'apprend. Ça s'apprend. Des réunions comme ce soir, c'est un peu un élément d'apprentissage aussi. Avant de laisser la parole à Stan, je voulais vous poser une question peut-être très générale. Vous avez parlé du fédéralisme, qui est un fédéralisme où tout le monde est sur pied d'égalité chez nous. Est-ce que la sagesse ne voudrait pas qu'il y ait quand même une norme, une hiérarchisation dans les normes et que donc effectivement, il y ait les communes, il y ait les provinces, il y ait les régions, mais qu'il y ait le fédéral aussi. Autrement dit, est-ce tenable d'avoir un système où tout le monde est sur pied d'égalité et où finalement tout doit se négocier? Alors, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. Vous avez parlé des communes et des provinces. Elles ne sont pas Oui. sur un pied d'égalité Okay. par rapport à la région. La région a un droit de tutelle, notamment, sur les compétences communales. Dans certaines matières, d'ailleurs, les communes sont également soumises à la tutelle de l'État fédéral. Donc là, laissons de côté, si vous voulez, les collectivités locales. Et vous savez aussi que, comme moi, qu'à Bruxelles, il n'y a pas de province. Non, exact. Donc on a simplifié. On a déjà évacué. Là, on a fait le ménage. Bon. Et donc les communes, laissons de côté les communes et les collectivités locales qui sont des pouvoirs subordonnés soit à l'État, soit à la communauté, soit à la région. Alors, il y a des États fédéraux, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Suisse, dans lequel il y a une règle qui est souvent invoquée. Et en Belgique, on invoque aussi en disant, ben, regardez l'exemple suisse, regardez l'exemple allemand, voilà 2 États typiquement fédéraux. Et dans ces États, il y a une règle qui dit que le droit fédéral brise le droit cantonal. Le droit de Berne brise le droit du canton d'Appenzell ou du canton du Valais. En réalité, il faut bien comprendre ce que signifie cette règle. Parce qu'elle est mal comprise. Elle est mal comprise parfois par les Suisses ou par les Allemands, et elle est surtout mal comprise par les Belges qui trouvent une sorte de remède miracle à leurs problèmes. En réalité, dans un pays comme la Suisse, prenons le cas de la Suisse, il y a des compétences fédérales, il y a des compétences cantonales
Et puis, il y a un troisième domaine qui est le domaine des compétences concurrentes. L'État peut intervenir, l'État fédéral, et les cantons peuvent intervenir. Mais quand on donne comme ça une compétence mixte à l'un et à l'autre, il faut bien établir à ce moment-là une règle pour dire que tant que le fédéral n'est pas intervenu, les cantons peuvent légiférer, mais dès que le fédéral est intervenu, la loi fédérale prime la loi cantonale. En Belgique, il n'y a pas de compétences concurrentes. Il y a des compétences qui sont celles de l'État fédéral et des compétences qui sont celles des États, des collectivités fédérées. Et donc, par conséquent, la règle de primauté que vous évoquez, elle ne saurait pas s'appliquer. Si vous êtes d'accord, je céderai la parole à Stan pour une dernière question, puisque je pense qu'on aurait une soirée relativement chargée. Bon, ben, la parole est à Stan pour sa question. Oui, donc Monsieur Delperry, moi j'aurais encore en fait deux petites questions. Oui. Donc, vous pouvez me poser, ce sera des réponses, je pense, assez brèves. Bon, on a parlé de la complexité institutionnelle de notre pays, mais vous serez d'accord avec moi, je pense, sur le fait que notre cas n'est pas unique. Dans une Europe qui est toujours un peu plus renfermée sur elle-même, où on a un peu le retour des nations. Les Espagnols ont le même problème avec les Catalans, les Écossais ont maintenant le même problème avec le Royaume-Uni et revendiquent, ce sont des revendications locales qui émergent de plus en plus, et même l'Italie du Nord avec l'Italie classique. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que déjà dans une Europe qui souffre et qui cherche justement à chercher un destin commun dans un ensemble un peu supranational, nous en Belgique ou d'autres peuples européens n'essaient pas encore de trouver justement leur équilibre, même s'il est difficile à trouver? Et dernière question, est-ce que vous pensez que si jamais on pose clairement via une consultation populaire, puisque le référendum n'est pas possible chez nous, si on pose aux Flamands la question du confédéralisme, la réponse ne sera pas non. Et que là, ça ne jouera pas justement en faveur des Bruxellois et que justement, là, on aura une paix communautaire et justement, on aura un avenir viable. Je vous remercie. Alors, je suis content que vous évoquiez l'Europe, parce qu'effectivement, la problématique belge dans son ensemble, et la problématique bruxelloise peut-être encore plus, ne peut pas être séparée de l'évolution de l'Europe. Et je pense évidemment que plus l'Union européenne sera forte, mieux ce sera pour la Belgique. Et mieux ce sera pour Bruxelles. Plus l'Union européenne sera faible, moins ce sera bon pour la Belgique. Et moins ce sera bon aussi pour l'Espagne, comme vous le dites très bien, ou pour le Royaume-Uni. Donc il y a vraiment là une sorte de relation dialectique entre les évolutions qui se passent d'un côté et de l'autre. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne crois pas du tout que l'Europe de demain sera une Europe composée de 150 régions où chaque État aurait éclaté. La France serait partie en morceaux, l'Allemagne fédérale aurait donné l'indépendance à ses Länder, etc., etc. Ça, c'est une autre hypothèse. Votre deuxième question, je n'ai pas très... J'ai un peu perdu de vue là. Si la question devait être posée via une consultation populaire en néerlandophone, la réponse ne serait pas majoritairement non. Et que là, on vivrait une paix communautaire pour nous, les francophones, et surtout nous, en tant que Bruxellois. Oui. J'aimerais bien répondre comme vous. J'aimerais bien donner ce message-là. Mais d'un autre côté, moi je suis un réaliste. J'ai été un homme politique pendant 15 ans. Et pour moi, la seule chose qui compte à un moment donné, ce sont les voix. C'est peut-être un peu stupide, mais enfin, c'est les voix qui s'expriment soit à l'occasion des élections, soit à l'occasion d'une consultation. Et je constate même qu'aujourd'hui, il y a deux formations politiques en Flandre qui sont ouvertement indépendantistes. Séparatistes, si vous préférez cette expression-là.
Et ces deux formations politiques, si j'accumule leurs voix, sont à 50% de la représentation flamande. Mais leurs électeurs ne sont pas tous indépendantistes. Je n'en sais rien. Ils votent pour eux. Voilà, la question qu'on posait tantôt, c'est de dire à quoi pense l'électeur quand il vote et quand il s'exprime à l'occasion d'un scrutin. Et voilà. Je ne sais pas si c'est le moment de faire des pronostics, quoi. Peut-être. Je vous remercie. Voilà. Bon, je pense que nous avons passé près d'1 heure et demie ensemble. J'imagine qu'on n'aura jamais fait le tour de toutes les questions. Mais en tout cas, je voulais vous remercier, M. Delperret, d'avoir consacré autant de temps d'abord nous expliquer ce qu'est la région bruxelloise et ce qu'elle contient et ce qu'elle comporte, et d'avoir pris le temps de répondre aux questions et aux préoccupations qui, s'ils n'ont pas toujours été très bruxelloises, en tout cas, elles ont été belges et européennes. Et je voulais vous remercier beaucoup du plaisir que vous nous faites d'avoir accepté cet échange.